Chapitre 1. Des motifs dans le bruit. Clark Hewitt avait passé 15 ans à découvrir la vérité cachée dans les chiffres et en tant que comptable judiciaire, il avait démêlé des fraudes d'entreprises valant des millions, tracé de l'argent à travers des comptes offshore labyrinthiques et témoigné contre des dirigeants qui se croyaient intouchables. Mais ce froid mercredi matin de mars, il n'était qu'un père en train de préparer le petit déjeuner pour sa fille de 8 ans. « Papa, mon manteau sent bizarre », annonça Lily en plissant le nez, debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Sa veste d'hiver violette était ouverte, révélant une petite tache près de la fermeture éclair, quelque chose de sombre qui ressemblait à de l'huile de moteur. Clark leva les yeux des œufs brouillés. « Que s'est-il passé ?»« Je ne sais pas. Ce n'était pas là hier. » Les yeux sombres de Lily, si semblables aux siens, paraissaient inquiets, et ça sent comme l'hôpital. C'était étrangement précis, mais Clark n'avait pas le temps d'enquêter. Sa femme Rebecca était déjà partie pour son tour de garde à Mercy General. Elle travaillait comme infirmière praticienne en pédiatrie, partant souvent avant l'aube. « Va vérifier dans le placard de maman ?» dit-il. « Elle a ce vieux manteau noir qu'elle ne porte plus. Tu peux utiliser celui-là pour aujourd'hui. » Lily s'illumina et courut à l'étage. Clark revint au petit déjeuner, son esprit déjà tourné vers la journée à venir. Il avait une consultation à 10 heures avec une entreprise de fabrication qui soupçonnait son directeur financier de comptabilité créative. Les documents initiaux suggéraient un schéma d'escroquerie sophistiqué, bien que Clark ait appris à ne jamais faire d'hypothèse avant d'avoir vu l'image complète. « Celui-là est parfait !» appela Lily de l'étage, et il sent le parfum de maman. 20 minutes plus tard, Clark accompagna Lily à l'arrêt de bus, 3 pâtés de maison plus loin. Le soleil matinal traversait les branches nues des chênes bordant leur rue de banlieue philadelphienne, projetant des ombres squelettiques sur le trottoir. Lily babillait sur son projet de science, dû la semaine prochaine. Quelque chose sur les volcans? Ces mots formant de petits nuages dans l'air froid. « Je t'aime, Mapuche », dit Clark alors que le bus jaune s'arrêtait en sifflant. « Je t'aime plus ?» répondit Lily avec un sourire. Leur échange habituel, elle monta à bord, le manteau noir la faisant paraître plus petite, plus vulnérable. Clark regarda le bus disparaître au coin de la rue, puis rentra chez lui à travers le quartier tranquille. Maple Ridge était le genre d'endroit où les gens connaissaient les noms de leurs voisins, où les enfants jouaient dans les jardins sans surveillance, où rien de mal ne semblait jamais arriver. Lui et Rebecca y avaient emménagé 6 ans plus tôt, juste avant que Lily ne commence l'école primaire. C'était sûr, prévisible, ennuyeux de la meilleure façon. La maison semblait vide, sans l'énergie de Lily. Clark prit son ordinateur portable et ses dossiers, verrouilla la porte et se rendit à son bureau en centre-ville. Le cabinet de conseil qu'il avait rejoint après avoir quitté l'unité des crimes financiers du FBI occupait le 14e étage d'une tour de verre surplombant la rivière Schuylkill. Son bureau d'angle était modeste, avec des étagères remplies de codes fiscaux et de réglementations comptables, un bureau debout, des photos de Lily à différents âges. La matinée passa dans un flou de tableurs et d'états financiers. Clark avait un don pour voir des motifs que les autres manquaient. Pour trouver l'anomalie unique, parmi des milliers de transactions qui démêlaient tout, le cas d'aujourd'hui était simple. Le directeur financier avait été négligent, laissant des traces évidentes. À 11 heures, Clark avait cartographié tout le schéma. Son téléphone sonna à 13h47. « Monsieur Yu », la voix était féminine, tendue par une panique contrôlée. « C'est Joanne Hardy, la directrice de l'école primaire de Maple Ridge ?» L'estomac de Clark se noua. Les appels de l'école n'étaient jamais bons. « Lily est-elle blessée ?»« Non. Elle va bien. Physiquement ?» La directrice Hardy marqua une pause, et dans cette pause, Clark entendit quelque chose qui fit s'activer ses instincts judiciaires, une peur réelle. « Monsieur Yu, vous devez venir à l'école immédiatement. La police est ici. »« La police ? Que s'est-il passé ? Je ne peux pas en discuter au téléphone. S'il vous plaît. Venez maintenant. » La ligne se coupa. Clark attrapa ses clés et courut. Chapitre 2. La découverte. Le parking de l'école primaire de Maple Ridge ressemblait à une scène de crime d'une série télévisée. 3 voitures de police, une berline banalisée et ce qui semblait être un véhicule d'enquête criminelle encombraient les places visiteurs. Les mains de Clark agrippèrent le volant alors qu'il se garait, son esprit analytique passant en revue les possibilités. Une menace à l'école? On l'intrus? Était-il arrivé quelque chose à un autre enfant? Un officier en uniforme l'arrêta à l'entrée principale. « Monsieur, l'école est en confinement. Je suis Clark Yu. La directrice Hardy m'a appelé. » L'expression de l'officier changea. Pas tout à fait de la sympathie, mais quelque chose de proche. « C'est ça? Elle vous attend?
Venez avec moi. Ils traversèrent des couloirs que Clark avait parcourus des dizaines de fois pour des réunions parents-enseignants et des événements scolaires. Mais maintenant, ils semblaient étrangers, menaçants. Les élèves jetaient des regards par les fenêtres des classes, leurs visages reflétant confusion et excitation. L'officier conduisit Clark à l'aile administrative, où la directrice Hardy se tenait devant son bureau, parlant à un homme en costume sombre. Johanna Hardy avait la cinquantaine. Une femme qui avait consacré 3 décennies à l'éducation et qui aimait sincèrement les enfants. Aujourd'hui, elle paraissait 10 ans plus vieille, le visage cendreux. Quand elle vit Clark, du soulagement et quelque chose d'autre, de la pitié, traversèrent ses traits. « Monsieur Yu », elle fit un geste vers l'homme à ses côtés. Voici le détective Carrie Chung du département de police de Philadelphie. Le détective Chung avait peut-être 40 ans, avec des yeux perçants qui semblaient cataloguer tout. Il tendit la main. « Monsieur Yu, merci d'être venu si vite. Votre femme est-elle disponible ?»« Rebecca, elle est au travail. Que se passe-t-il ? Où est Lily ? Votre fille est en sécurité ?» dit Chung avec prudence. « Elle est avec la conseillère scolaire. Monsieur Yu, quelque chose est tombé de la poche du manteau que votre fille portait aujourd'hui. Quelque chose de préoccupant. » La directrice Hardy prit la parole, sa voix tendue. « Pendant le déjeuner, Lily courait. Vous savez comment sont les enfants ? Et elle a heurté un autre élève. Des objets sont tombés de la poche de son manteau. Quand j'ai vu ce que c'était, elle s'interrompit, regardant le détective Chung. Le détective sortit son téléphone, fit défiler des images, puis tourna l'écran vers Clark. « Reconnaissez-vous ces objets ?» Le monde de Clark bascula. La photo montrait un sac en plastique transparent pour preuve, contenant un petit flacon en verre. De qualité pharmaceutique, du genre utilisé pour les médicaments injectables. Le liquide à l'intérieur était d'un ambre pâle. À côté se trouvait une seringue hypodermique, encore dans son emballage stérile. Et à côté de ces objets, un petit carnet noir à spirale, du genre vendu dans n'importe quelle pharmacie. Mais c'était l'étiquette sur le flacon qui glaça le sang de Clark. Composé X7, non destiné à l'usage humain Viridian Pharma. « Je n'ai jamais vu ça avant », dit Clark lentement. « Ce manteau, ma fille a dit que sa veste habituelle était tachée ce matin. Je lui ai dit de porter un des vieux manteaux de ma femme dans le placard. » Le détective Chung hocha la tête, comme si cela confirmait quelque chose. « Monsieur Yu, nous devons vous demander, votre femme travaille-t-elle dans le secteur de la santé ? » Elle est infirmière praticienne à Mercy General. En pédiatrie, Clark se sentait comme s'il observait son propre corps de l'extérieur. Mais ces objets, les flacons pharmaceutiques, ne traînent pas comme ça. Et cette étiquette, non destinée à l'usage humain, c'est un composé de recherche. Exactement, dit Chung doucement. Monsieur Yu, nous avons aussi examiné le carnet. Il contient des dates, des initiales, des dosages et des observations, tout en code. Mais, il hésita. La dernière entrée porte les initiales de votre fille. Edith. Daté pour la semaine prochaine. L'implication frappa Clark comme un coup physique. Vous pensez que ma femme allait... Il ne put terminer la phrase. La directrice Hardy détourna le regard, les yeux emplis de larmes. « Monsieur Yu, j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement, » dit le détective Chung. « Nous sommes en train d'obtenir un mandat pour votre domicile et pour le lieu de travail de votre femme. Sur la base de ce que nous avons trouvé, nous croyons que votre femme pourrait être impliquée dans des tests ou une distribution pharmaceutique illégale. Le fait que les initiales de votre fille apparaissent dans ce carnet suggère qu'elle pourrait avoir été une cible potentielle. » L'esprit de Clark s'emballa. Rebecca, sa femme depuis 10 ans, la femme qui avait tenu Lily quelques minutes après sa naissance, qui avait chanté des berceuses, soigné des genoux écorchés et assisté à chaque spectacle scolaire. Rebecca, qui travaillait de longues gardes à s'occuper d'enfants malades, qui rentrait épuisée mais trouvait toujours l'énergie pour lire des histoires à Lily au coucher. Rebecca, qui avait été de plus en plus distante au cours de l'année passée, qui avait pris des gardes supplémentaires, qui avait commencé à protéger son téléphone par un mot de passe, qui avait suggéré, le mois dernier, que Lily voie un spécialiste pour des problèmes de système immunitaire que Clark n'avait jamais remarqués. De petites choses, des motifs, des anomalies qu'il avait ignorées parce qu'il voulait croire en la vie parfaite qu'ils avaient construite. « Je veux voir ma fille, » dit Clark. « Bien sûr, mais Monsieur Yu... » La voix du détective Chung prit un ton plus dur. « Nous devons savoir, où est votre femme en ce moment ?» Clark sortit son téléphone avec des doigts engourdis. « Elle devrait être à l'hôpital. Sa garde se termine à 16 heures. »« Ne la contactez pas ?» dit Chung rapidement. « Nous avons des officiers en route pour Mercy General en ce moment. Monsieur Yu, j'ai besoin que vous compreniez la gravité de cette situation.
Si votre femme est impliquée dans ce que nous soupçonnons, elle pourrait ne pas agir seule, et si elle réalise que nous sommes sur elle, il n'eut pas besoin de terminer, la formation judiciaire de Clark s'activa, surpassant le choc. Vous pensez qu'elle fuira? Ou pire, Monsieur Yu, ramenez votre fille à la maison, préparez ce dont vous avez besoin tous les deux pour quelques jours. Nous aurons un officier pour vous escorter, jusqu'à ce que nous connaissions l'étendue complète de ce à quoi nous avons affaire. Je ne peux garantir votre sécurité si vous restez chez vous. Vous pensez qu'elle nous ferait du mal? L'expression du détective Chung était une réponse suffisante. Chapitre 3. Le filet se défait. Clark trouva Lily dans le bureau de la conseillère, assise sur un fauteuil poire bleu vif, serrant un éléphant en peluche. Quand elle le vit, elle sauta et courut dans ses bras. « Papa, je suis désolée, je ne savais pas que ces choses étaient dans le manteau. La directrice a dit que je n'étais pas en tort, mais il y avait la police et... Chut, c'est bon, ma chérie, tu n'as rien fait de mal ?» Clark la serra fort, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise. Par-dessus son épaule, il croisa le regard de la conseillère. La femme hocha la tête avec sympathie et quitta discrètement la pièce. « On rentre à la maison ?» demanda Lily. « Bientôt, mais d'abord, papa doit te demander quelque chose. » Clark s'écarta pour regarder le visage de sa fille. « As-tu eu l'impression d'être malade dernièrement, comme plus fatigué que d'habitude, ou mal au ventre ?» Lily réfléchit. « Parfois, mon ventre se sent bizarre après le dîner. Et la semaine dernière, j'étais vraiment somnolente pendant la journée. Maman a dit que je pourrais attraper un rhume. » La mâchoire de Clark se serra. « Maman t'a-t-elle donné des médicaments, même des vitamines? Elle me donne la vitamine violette tous les matins. Elle dit que ça me rendra forte. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Suis-je malade? C'est pour ça que la police est ici. » « Non, ma chérie. Tu es en bonne santé? C'est ce qui compte. » Clark força un sourire. « Et si on rentrait à la maison, qu'on préparait des vêtements et qu'on partait à l'aventure, peut-être rester chez oncle Alvin pour quelques jours ?» Lily s'illumina. « Vraiment? On peut aller au musée des sciences? » « Absolument. » Le trajet de retour fut surréaliste. Une voiture de police les suivait, conduite par un jeune officier qui s'était présenté comme l'officier Martinez. L'esprit de Clark tournoyait à travers des scénarios, chacun pire que le précédent. Si Rebecca avait drogué Lily, si ses composés étaient expérimentaux, si les entrées codées du carnet signifiaient ce qu'il pensait, il avait besoin d'informations, de faits, de preuves. Clark avait passé sa carrière à construire des dossiers à partir de fragments de données, et maintenant il devait le faire pour sa propre vie. Leur maison se dressait paisible dans le soleil de l'après-midi, une coloniale à 2 étages avec des volets bleus et un érable dans le jardin devant. Elle ressemblait à une maison... Elle avait été une maison... Maintenant, elle ressemblait à une scène de crime en attente d'être découverte. L'officier Martinez inspecta la maison en premier, vérifiant chaque pièce avant d'autoriser Clark et Lily à entrer. « Préparez vite », conseilla-t-il. « Le détective Chung veut que vous soyez partis avant la fin de la garde de votre femme. » Lily courut à l'étage pour prendre des vêtements et des jouets. Clark se déplaça dans la maison avec des yeux neufs, voyant des preuves au lieu de souvenirs. Dans la cuisine, il trouva les bouteilles de vitamines que Rebecca gardait dans un placard en hauteur. L'étiquette indiquait « multivitamines pour enfants ». Mais quand Clark l'ouvrit, les pilules à l'intérieur étaient violet pâle, pas l'orange ou le rose habituel. Il empocha la bouteille. Dans le bureau à domicile de Rebecca, la petite pièce adjacente au salon qu'elle utilisait pour le travail, Clark trouva son bureau verrouillé. Il ne l'avait jamais questionné auparavant. Maintenant, il força la serrure avec un ouvre-lettres. Ses mains stables malgré l'adrénaline qui courait en lui. Les tiroirs du bureau révélèrent une vie parallèle. Des téléphones jetables, encore dans leur emballage. Un registre avec des transactions financières. Des milliers de dollars se déplaçant à travers des comptes dont Clark n'avait jamais entendu parler, des cartes de visite pour Viridium Pharmaceuticals avec un nom, Randolph Strong, directeur du développement clinique, et en dessous de tout, un dossier intitulé « Fishers Prospects ». Les mains de Clark tremblèrent en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient des dossiers médicaux d'enfants. Pas de merci général. Ceux-ci provenaient de plusieurs hôpitaux, plusieurs villes. Chaque dossier montrait un motif. Enfant en bonne santé. Apparition soudaine d'une maladie mystérieuse. Traitement coûteux, demande d'assurance. Et dans chaque dossier, des notes manuscrites de l'écriture précise de Rebecca. Administré excedem. Symptômes observés. Demande réussie. Il y avait des dizaines de dossiers, des dizaines d'enfants. Et au fond de la pile, un dossier qui fit brouiller la vision de Clark. Lily Yu, âge 8. Candidate principale.
Date cible 20 mars. Dans 4 jours. Monsieur Yu, l'officier Martinez apparut dans l'encadrement de la porte. Tout va bien? Clark leva les yeux, son expression froide et contrôlée. Non, dit-il doucement. Rien ne va bien? J'ai besoin de parler au détective Chung immédiatement. 20 minutes plus tard, Clark et Lily étaient dans sa voiture, un sac de vêtements dans le coffre. S'éloignant de Maple Ridge, l'officier Martinez suivait dans sa voiture de patrouille. Le téléphone de Clark sonna. « Détective Chung, Monsieur Yu, nous avons un problème », dit le détective sans préambule. « Quand nos officiers sont arrivés à Mercy General, votre femme n'était pas là. Son superviseur dit qu'elle est partie il y a 1 heure. » Prétextant une urgence familiale, les images de sécurité la montrent partant avec un homme, Grand, caucasienne, quarantaine. Nous avons lancé une reconnaissance faciale, Randolph Strong, vice-président chez Viridian Pharmaceuticals. Les jointures de Clark blanchirent sur le volant. Elle sait, on dirait, « Monsieur Yu, nous avons émis un avis de recherche pour tous les deux. En attendant, j'ai besoin que vous et votre fille soyez en sécurité quelque part. Avez-vous de la famille hors de l'État? Mon demi-frère Alvin vit à Baltimore. Nom de famille différent? Shaw. Rebecca ne l'a jamais rencontré. Parfait. Allez-y, je vous enverrai des mises à jour. Et Monsieur Yu, Chung marqua une pause. Les preuves que vous avez trouvées dans le bureau à domicile, nous en avons besoin, mais ne revenez pas. J'envoie une équipe pour sécuriser la maison. Si votre femme revient, je comprends. Clark jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à Lily, qui était assise, serrant son éléphant en peluche, regardant par la fenêtre. Détective, j'ai trouvé des dossiers sur d'autres enfants. Des dizaines. Je sais, nous avons trouvé des enregistrements similaires chez Viridian Pharmaceuticals. C'est plus grand que votre femme. Monsieur Yu, beaucoup plus grand, ce qui signifie que c'est aussi beaucoup plus dangereux. Après avoir raccroché, Clark appela son demi-frère. Alvin Shaw était contremaître en construction, bâti comme un linebacker, avec un cœur plus grand que sa carrure. Ils avaient grandi dans des foyers différents après la fin du second mariage de leur père, mais ils étaient restés proches. Et Clark, qu'est-ce qui ne va pas? Alvin répondit immédiatement, entendant la tension dans la voix de son frère. J'ai besoin d'un endroit où rester. Pour moi et Lily, c'est compliqué et urgent. N'en dis pas plus. Venez maintenant, je prépare la chambre d'amis. Alors que Clark conduisait vers le sud sur l'I-95, Lily s'endormit sur la banquette arrière. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur l'autoroute. Le téléphone de Clark vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Tu as fait une erreur? Ta fille allait être à l'abri pour la vie. Maintenant, tu as tout ruiné. Fais attention à tes arrières. » Clark effaça le message et continua à conduire. Son esprit déjà en train de planifier les prochaines étapes, Rebecca se croyait intelligente, croyait avoir couvert ses traces, mais elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Clark avait bâti une carrière en démêlant des fraudes complexes, en trouvant des motifs invisibles aux autres, en poursuivant la vérité, peu importe à quel point elle était enfouie. Et maintenant, il allait utiliser toutes ses compétences pour détruire la femme qui avait prévu d'utiliser sa fille comme cobaye. Le jeu venait de commencer. Chapitre 4. Fantômes et alliés. La maison en rangée d'Alvin Shaw à Baltimore sentait le café frais et la sueur. L'endroit était modeste, mais accueillant, murs de briques, poutres apparentes, meubles qui semblaient assez solides pour survivre à un tremblement de terre. Alvin lui-même ouvrit la porte avant que Clark ne puisse frapper. Les attirant tous les deux, lui et Lily, dans une étreinte écrasante. « Entrez, entrez !» gronda Alvin. Il avait 42 ans, mesurait 9 tamir, avec des mains calleuses et un visage buriné qui restait pourtant bienveillant. « J'ai préparé la chambre d'amis pour la princesse. » Et Clark, « Tu as l'air en piteux état. Je me sens comme ça aussi. » Clark installa Lily avec des snacks et des dessins animés, puis rejoignit Alvin dans la cuisine. Dès qu'ils furent seuls, la composure de Clark se fissura. Il raconta tout à Alvin, le manteau, le flacon, les dossiers de Rebecca, les enfants. Alvin écouta sans interrompre, son expression s'assombrissant à chaque révélation. Quand Clark termina, Alvin versa 2 whiskies et en fit glisser un sur le comptoir. « Bon sang, Clark, ta propre femme, je repasse tout en revue ?» Cherchant les signes que j'ai manqués, Clark avala le whisky d'un trait brûlant. La distance entre nous cette année passée, ces nouveaux amis que je n'ai jamais rencontrés, la façon dont elle insistait pour que Lily voie des spécialistes, je pensais qu'elle était une maman surprotectrice. Tu pensais pouvoir faire confiance à ta femme? Ce n'est pas un défaut de caractère. Alvin remplit à nouveau les 2 verres. Alors, quel est ton plan? Les flics s'en occupent. Non,
Les flics jouent selon les règles. Rebecca non. Clark sortit son téléphone, montrant à Alvin le message menaçant. Elle et ce Randolph Strong ont disparu. Le détective Chung dit que Viridian Pharmaceuticals est en train de fermer, détruisant des preuves. Engageant des avocats, ces gens ont de l'argent, des connexions. L'enquête pourrait prendre des mois. Et pendant ce temps, ils sont dehors, libres. Les yeux d'Alvin se plissèrent. « Tu prévois quelque chose ? Je vais finir ce que j'ai commencé, trouver tous ceux impliqués, les faire payer. » Clark croisa le regard de son frère. Pas seulement légalement, ils allaient empoisonner des enfants. Alvin, mon enfant, ils doivent ressentir ce que ces enfants auraient ressenti, la peur, l'impuissance, voir tout leur être enlevé. Ce n'est pas la loi qui parle. Non, c'est un père qui parle. La voix de Clark devint froide. J'ai passé 15 ans à suivre les règles, à construire des dossiers, à faire confiance au système, mais ça, c'est différent. Ces gens comprennent un seul langage, les conséquences, de vraies conséquences. Alvin étudia son frère pendant un long moment, puis hocha lentement la tête. « De quoi as-tu besoin ?» Au cours des 3 jours suivants, Clark transforma le sous-sol d'Alvin en centre de commandement. Il installa des ordinateurs portables cryptés, plusieurs écrans et un réseau de connexion à des bases de données qu'il avait accédées pendant ses jours au FBI. Certaines connexions étaient légales, d'autres existaient dans des zones grises. Clark s'en fichait maintenant. Il commença par Viridian Pharmaceuticals. L'entreprise était privée, fondée 7 ans plus tôt par un consortium d'investisseurs. Sur papier, il développait des médicaments pour des maladies rares. En réalité, d'après ce que Clark découvrait, il menait des essais humains illégaux, spécifiquement sur des enfants, pour accélérer les approbations de médicaments et les paiements d'assurance. Le schéma était élégant dans sa cruauté. Rebecca et d'autres professionnels médicaux identifiaient des enfants en bonne santé, administraient des composés expérimentaux qui induisaient des symptômes spécifiques, puis facturèrent l'assurance pour des traitements étendus. Les paiements d'assurance finançaient les opérations de Viridian. Les enfants étaient des dommages collatéraux. « Mais pourquoi des enfants ?» demanda Alvin, apportant à Clark un sandwich qu'il ne mangerait pas. « Pourquoi pas des adultes ? Paiement d'assurance plus élevé ? Les conditions pédiatriques rares commandent des traitements premium. Et les parents d'enfants ne questionnent pas autant leurs médecins. Ils sont désespérés, effrayés. De plus, les enfants métabolisent les médicaments différemment. Viridian pouvait recueillir des données valant des millions. La voix de Clark était mécanique. Clinique, c'était la seule façon d'en discuter sans que la rage ne le submerge. Le détective Chung appelait quotidiennement avec des mises à jour, la plupart frustrantes. Les cartes de crédit de Rebecca n'avaient pas été utilisées. Son téléphone était éteint. L'appartement qu'elle avait loué en secret, Clark avait trouvé le bail dans ses dossiers, était vide. Vidé, Randolph Strong avait pareillement disparu. Viridian Pharmaceuticals avait déposé le bilan, ses dirigeants se cachant derrière des avocats. « Nous construisons un dossier », insistait Chung. « Mais ça prend du temps. » Clark n'avait pas de temps. Chaque jour qui passait était un jour de plus où Rebecca et ses conspirateurs pouvaient s'échapper, détruire des preuves ou disparaître définitivement. Le 4e soir à Baltimore, Clark trouva enfin le fil dont il avait besoin. Enfoui dans les enregistrements financiers de Rebecca, se trouvait un motif de paiement à une société écran appelée Meridian Consulting. En recoupant cette entreprise, il arriva à une propriété en Pennsylvanie rurale, une vieille ferme achetée 18 mois plus tôt. Listée comme retraite d'entreprise, Clark afficha des images satellites. La ferme était isolée, entourée de bois, avec une maison principale et plusieurs dépendances, l'endroit parfait pour se cacher ou continuer le travail loin des regards. « Ça pourrait être rien », avertit Alvin. « Ça pourrait être un piège. Ça pourrait être exactement où ils sont. » Clark zooma sur la propriété. Rebecca est intelligente, mais arrogante. Elle pense être le prédateur. Elle ne réalise pas qu'elle est déjà prise. Alors, quel est le plan ? Appeler le détective Chung ? Clark secoua la tête. « Pas encore. D'abord, j'ai besoin de savoir à quoi nous avons affaire. Et j'ai besoin d'un levier. » Clark, tu parles de surveillance illégale ? Effraction. Probablement, je parle de protéger ma fille et d'arrêter des gens qui empoisonnent des enfants. Les yeux de Clark étaient des éclats de glace. « Tu es avec moi ou pas ?» Alvin soupira. « Tu sais que oui, mais on fait ça intelligemment. Pas de truc héroïque. » Ils passèrent la journée suivante à préparer. Alvin avait des connexions via son travail en construction, des gars qui pouvaient obtenir de l'équipement sans poser de questions. Vendredi soir, ils avaient des lunettes de vision nocturne, des caméras à longue portée,
des traceurs GPS et un drone avec imagerie thermique. Dernière chance de reculer, dit Alvin alors qu'il chargeait de l'équipement dans son camion. Clark regarda en arrière vers la maison où Lily dormait en sécurité à l'étage, gardée par la petite amie d'Alvin, Inès, une ancienne infirmière militaire qui avait insisté pour aider, puis il monta dans le camion. Allons chasser. La ferme était accroupie dans l'obscurité, un cancer sur le paysage pennsylvanien. Clark et Alvin garèrent leur camion à 6 km de là, dans un bosquet d'arbres, près d'une route forestière abandonnée, et approchèrent à pied. La nuit était froide et sans lune, parfaite pour la reconnaissance. À travers les lunettes de vision nocturne, la propriété brillait en vert et en iris. La ferme principale montrait des signatures thermiques, au moins 3 personnes d'un côté, 2 dépendances derrière la maison étaient au sombre, mais des traces de pneus dans la boue suggéraient une activité récente. « Je vais plus près ?» murmura Clark. « Toi, reste ici, surveille le drone. »« Clark, j'ai besoin de photos, de preuves. S'ils sont là, j'ai besoin de preuves avant d'appeler Chung. » Alvin grogna, mais accepta la logique. Clark se déplaça à travers les bois comme un fantôme, utilisant des compétences de formation à la survie que le FBI lui avait fournies des années auparavant. Il se positionna à 27 mètres de la ferme, derrière un arbre tombé, et installa la caméra téléobjectif. Les rideaux de la ferme étaient tirés, mais des interstices révélaient des tranches d'intérieur. Clark photographia tout. Les voitures dans l'allée, une Mercedes noire, un SUV gris, une silhouette passant devant une fenêtre, des piles de boîtes visibles dans ce qui semblait être un salon, puis une porte s'ouvrit, et le souffle de Clark s'arrêta. Rebecca sortit sur le porche, illuminée par la lumière intérieure. Elle ne ressemblait en rien à la femme qu'il avait épousée. Ses cheveux étaient plus courts, teint plus foncé. Elle portait un jean et une veste en cuir, des vêtements qu'elle n'avait jamais possédés, et son expression, visible même à cette distance, était dure et froide. Un homme la rejoignit, Grand, cheveux argentés, mi-quarantaine, Randolph Strong, correspondant à la photo du site web de Viridian. Il passa son bras autour de ses épaules et elle se pencha contre lui avec une intimité qui dit à Clark tout ce qu'il avait besoin de savoir sur leur relation. La trahison aurait dû faire plus mal. Au lieu de cela, Clark ne ressentit qu'un calcul froid. Il les photographia ensemble, capturant plusieurs angles, puis passa en vidéo alors qu'ils parlaient. « On ne peut pas rester ici beaucoup plus longtemps », disait Rebecca. Clark avait positionné un microphone directionnel, un autre cadeau des connexions d'Alvin. Ce flic, Chung, il est plus intelligent que je ne pensais. Il pêche, répondit Randolph. Sa voix était lisse, éduquée, arrogante. Ils ont le flacon et le carnet, mais c'est circonstanciel. Nous avons détruit tout chez Viridian, sans plus de preuves. Ils ne peuvent pas prouver une fraude systématique. Et les autres sites? Atlanta, Denver. Fermé? Tout le monde s'est dispersé. Nous sommes le seul fil lâche. Randolph embrassa sa tempe. Encore une semaine? Puis nous sommes dans un avion pour Zurich. Nouveau nom, nouvelle vie, tout ce que nous avons planifié. Et Lily? La voix de Rebecca était froide, clinique. Elle aurait pu être la pierre angulaire parfaite, une dernière demande de grande valeur avant de disparaître. Le doigt de Clark se resserra sur la gâchette de la caméra, capturant ces mots. Randolph rit. Oublie la gamine? Nous avons assez 3 millions dans des comptes offshore, toutes les données dont nous avons besoin pour vendre aux concurrents. Laisse ton ex-mari jouer au papa. Nous boirons du champagne dans les Alpes. Ils rentrèrent à l'intérieur. Clark resta figé derrière l'arbre tombé, son cœur battant. La femme qu'il avait aimée, la mère de son enfant, venait de discuter calmement d'utiliser Lily comme demande finale avant de fuir le pays. Pas de remords, pas d'hésitation. Et Clark, tu as ça? La voix d'Alvin crépita dans son oreillette. Chaque mot, la voix de Clark était creuse. « Bon sang, frère, je suis désolé. Ne le sois pas. Je les ai... » Clark zooma sur les plaques d'immatriculation, photographia les évents des voitures à travers les pare-brises. « Ils prévoient de fuir dans une semaine? Nous devons bouger plus vite. Qu'y a-t-il dans ces dépendances? » Bonne question. Clark attendit 30 minutes jusqu'à ce que les lumières de la ferme s'éteignent. Puis se rapprocha. La première dépendance était verrouillée mais avait des fenêtres. À l'intérieur, il trouva ce qui ressemblait à un laboratoire improvisé. Équipement pour synthétiser des composés. Réfrigérateur de stockage. Pile de dossiers. La seconde dépendance glaça son sang. Elle était aménagée comme une salle d'examen médicale, mais tordue. Table d'examen de taille enfant. Entraves, graphiques sur les murs suivants, dosages et symptômes. Et sur un bureau,
un ordinateur portable et plus de dossiers. Clark força la serrure, une autre compétence de son passé, et se glissa à l'intérieur. L'ordinateur portable était protégé par mot de passe, mais Clark avait apporté une clé USB chargée de logiciels de piratage, gracieuseté d'un contact au FBI à qui il avait demandé une faveur. En quelques minutes, il clonait le disque dur. Les dossiers sur le bureau révélaient l'étendue complète de l'horreur. Plus de 80 enfants, à travers 5 États, sur 3 ans. Enregistrement détaillé de ce qui leur avait été fait. Certains avaient subi des dommages permanents. Un était mort, un garçon de 6 ans à Atlanta. Sa mort avait été attribuée à une réaction tragique, à un traitement légitime, mais les dossiers montrèrent la vérité. Surdose de composé X7, administré par une infirmière praticienne nommée Lauren Bowman. Clark photographia chaque document, ses mains stables par pure force de volonté. Alors qu'il travaillait, il entendit des voix. Clark se figea. Par la fenêtre, il vit des faisceaux de lampes de poche approcher de la ferme. Quelqu'un venait à la dépendance. « Merde !» Alvin murmura dans son oreillette. « Deux contacts. Armé, sors maintenant. » Clark attrapa l'ordinateur portable et autant de dossiers qu'il pouvait porter, les fourra dans son sac à dos et sortit par la porte arrière juste au moment où la porte avant s'ouvrait. Il se fondit dans les bois, se déplaçant silencieusement malgré le poids sur son dos tandis que des voix juraient derrière lui. Quelqu'un est entré ici, vérifiez le périmètre. Clark courut. Derrière lui, des cris éclatèrent, des lampes de poche balayèrent les bois, un chien aboya, ils avaient un fichu chien. Camion démarré, Radio Alvin, quart de mile à l'ouest. Dépêche-toi. Clark traversa les broussailles, les lunettes de vision nocturne transformant le monde en un cauchemar vert surréaliste. Derrière lui, le chien se rapprochait, ses poumons brûlaient, le sac à dos pesait comme du plomb. Il surgit des arbres, à 46 mètres du camion. Alvin avait la porte passager ouverte, le moteur rugissant. Clark plongea à l'intérieur et Alvin appuya sur l'accélérateur, les pneus projetant de la boue alors qu'ils dérapaient sur la route forestière. « Ils ont vu les plaques ?» Clark haleta. « Je ne pense pas, mais ils savent que quelqu'un était là. » Alvin jeta un œil au sac à dos. « Qu'as-tu… » Tout, toute l'opération, chaque enfant, chaque crime. Clark serra l'ordinateur portable. Assez pour les enterrer tous. Ils conduisirent en silence pendant 30 minutes, prenant un itinéraire sinueux vers Baltimore, vérifiant constamment les poursuites. Finalement, « Alvin parla. Tu réalises que tu viens de commettre plusieurs délits ?»« Hein ?»« Effraction. Vol. Surveillance sans consentement. Je sais, et aucune de ces preuves ne sera recevable au tribunal. Je sais ça aussi. » Clark regarda par la fenêtre l'obscurité qui défilait. « Mais je n'en ai pas besoin pour le tribunal. J'en ai besoin pour un levier. Ce qui veut dire que je vais donner à Rebecca et à tous les impliqués une chance de confesser, de se rendre, d'accepter la justice. » La voix de Clark était calme, mortelle. « Et s'ils ne le font pas, je vais les détruire. Légalement si possible. Mais ils tombent de toute façon. » Chapitre 6. Le protocole de confession. Le détective Carrie Chung fixait l'écran de l'ordinateur portable, son expression alternant entre choc et fureur. Clark l'avait appelé à l'aube, demandant une réunion dans un lieu sécurisé, un bureau de terrain du FBI où Clark avait encore des contacts. Maintenant, des heures plus tard, ils étaient assis dans une salle de conférence insonorisée, examinant les preuves que Clark avait obtenues. « Vous avez pénétré par effraction dans une propriété privée ?» dit Chung lentement. « Volé des documents et du matériel informatique. Tout ici est irrecevable. Je suis conscient. Clark s'y attendait. Je ne vous demande pas de l'utiliser au tribunal. Je vous donne une feuille de route. Maintenant, vous savez où ils sont, ce qu'ils planifient. Quand ils partent, vous pouvez obtenir des mandats, faire une surveillance légale, les attraper avant qu'ils ne fuient. » Chung se frotta les tempes. « Monsieur Yu, je pourrais vous arrêter maintenant pour obstruction, cambriolage, mais vous ne le ferez pas ?» Clark l'interrompit calmement. « Parce que je viens de vous remettre un dossier qui fera les gros titres nationaux, 83 victimes, plusieurs États, une entreprise pharmaceutique menant des expériences humaines sur des enfants. C'est une affaire qui fait une carrière, détective, et je vous la donne. En échange de quoi ? Immunité contre toute accusation liée à ma reconnaissance, et Clark sortit une clé USB, permission de gérer une partie de ça à ma façon. » Chung regarda la clé avec suspicion. « Qu'y a-t-il dessus ? Une vidéo ? Un protocole de confession que je vais exécuter ?» Clark brancha la clé dans l'ordinateur portable. « Regardez !» La vidéo montrait Clark assis dans le sous-sol d'Alvin.
parlant directement à la caméra, sa voix était mesurée, contrôlée, dévastatrice. Il exposait toute la conspiration, names, dates, victims. Preuve, il détaillait le plan de Rebecca et Randolph pour fuir en Suisse. Il fournissait des numéros de comptes bancaires, détails de sociétés écrans, tout. Mais la dernière minute était une guerre psychologique pure. « Rebecca », dit Clark, fixant la caméra, « tu te croyais intelligente ? Tu pensais pouvoir utiliser notre fille comme cobaye et partir ? Tu avais tort. Je sais tout, j'ai tout, et je te donne une chance, une seule, de faire la bonne chose. Rends-toi, confesse-y, affronte ce que tu as fait. Si tu le fais, je plaiderai pour la clémence. Si tu ne le fais pas, » il se pencha en avant, « je dépenserai toutes les ressources que j'ai pour m'assurer que toi et tous les impliqués souffriez, pas seulement légalement, j'exposerai chaque détail de ta vie, ton passé, tes crimes. Je m'assurerai que chaque parent dont l'enfant tu as blessé connaisse ton nom, ton visage, où tu es, tu ne te sentiras plus jamais en sécurité, et jamais le choix est tien, tu as 24 heures. » La vidéo se termina, Chung resta silencieux un long moment. « Vous allez lui envoyer ça ? » Déjà fait, elle l'aura dans l'heure. Clark ferma l'ordinateur portable. Avec un paquet de preuves, pas les originaux, des copies, montrant exactement ce que j'ai. Elle doit comprendre que sa situation est désespérée. C'est de la torture psychologique. C'est la justice. Les yeux de Clark étaient froids. Elle allait empoisonner ma fille ? Détective, Lily aurait souffert pendant des mois, peut-être des années, avec de fausses maladies, tout ça pour que Rebecca finance sa fuite avec son amant. Dites-moi que ça ne mérite pas un enfer spécial. Chung ne pouvait pas argumenter. Au lieu de cela, il dit « Et si elle fuit quand même, ou vous attaque ? Je compte là-dessus. Soit elle confesse, et vous avez votre dossier, soit elle fait un mouvement, et vous l'attrapez sur le fait. Dans tous les cas, elle est finie. » Et Randolph Strong, les autres, ils reçoivent tous des paquets similaires, personnalisés pour les crimes de chacun. D'ici ce soir, tous les impliqués sauront que nous les avons. Clark se leva. Maintenant, allez-vous obtenir ces mandats ou pas ? Chung prit sa décision. Il se leva, tendant la main. J'aurai besoin de votre pleine coopération. Déclarations officielles. Témoignages. Tout. Vous l'aurez. Ils se serrèrent la main. Promettez-moi juste que vous bougerez vite. Le vol de Rebecca est dans 6 jours. Elle ne l'atteindra pas ? L'expression de Chung se durcit. Je vous le promets. Clark quitta le bâtiment du FBI avec Alvin, qui avait attendu dans le hall. Fini ? Alvin demanda. Presque. Clark vérifia son téléphone. L'email à Rebecca avait été ouvert 3 minutes plus tôt. Maintenant, nous attendons sa réponse. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Le téléphone de Clark sonna à 14h47. Numéro inconnu. Bonjour, Clark. La voix de Rebecca était glace sur feu. Coup astucieux, entrer par effraction à la ferme, voler nos dossiers, très ingénieux. J'ai appris des meilleurs, Clark dit calmement, mettant le téléphone sur haut-parleur pour qu'Alvin entende. Tu as passé des années à me mentir en face. J'ai dû élever mon jeu. Tu penses d'avoir gagné ? Rebecca rit. Un son sans humour. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu t'opposes. Viridian n'est pas une petite opération. Nous avons des soutiens, des connexions, des gens qui font disparaître les problèmes. Comme le garçon de 6 ans à Atlanta, vos gens l'ont fait disparaître. Rebecca, il s'appelait Marcus Green. Il aimait les dinosaures, et ton ami Lorraine Bowman l'a tué avec une surdose de votre poison. Silence sur la ligne. Rends-toi, continua Clark. C'est ta seule option. J'ai donné tout à la police. Ils viennent pour toi, fouisse, et tu passeras ta vie à regarder par-dessus ton épaule. Bats-toi, et tu perdras. Confesse. Et peut-être, tu verras la lumière du jour avant tes 70 ans. Oh, dit Rebecca doucement, je pourrais m'assurer que tu ne puisses pas témoigner. Toi et Lily, les accidents arrivent. Clark, surtout aux gens qui interfèrent. La ligne se coupa. Le visage d'Alvin avait pâli. Elle vient de menacer. Je sais. Clark composait déjà le numéro du détective Chung. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin qu'elle fasse. Nous avons enregistré l'appel. C'est assez pour une accusation de conspiration pour meurtre. Bon sang, Clark, tu t'es utilisé comme appât. J'ai utilisé la rage et le désespoir comme appât. Rebecca pense pouvoir m'intimider au silence. Elle ne comprend pas que je n'ai plus peur. Je suis juste en colère. Il parla dans le téléphone alors que Chung répondait « Détective, nous avons un problème et une opportunité. Le soir venu, le piège était tendu. Clark était équipé d'un micro.
et d'un traceur GPS. Des voitures de police banalisées étaient postées à des points stratégiques autour de Baltimore. La maison d'Alvin était sous surveillance et Clark avait une vidéo de plus à envoyer, celle-ci à Randolph Strong personnellement. Dedans, Clark révélait quelque chose qu'il avait trouvé dans les dossiers volés, preuve que Randolph avait détourné de l'argent de Viridian, prévoyant de couper ses partenaires, y compris Rebecca. Clark envoya des copies à Rebecca, à Lauren Bowman. Aux autres conspirateurs, divisés pour conquérir, expliqua Clark au détective Chung, ce sont des criminels, mais ils ne sont pas unis. Montrez-leur qu'ils ne peuvent pas se faire confiance. Et l'alliance s'effondre. Vous jouez un jeu dangereux ? Avertit Chung. J'en termine un, corrigea Clark. Rebecca a commencé ça quand elle a décidé que Lily était jetable. Maintenant, je le termine. Cette nuit-là, Clark resta éveillé dans la chambre d'amis d'Alvin. Écoutant la respiration douce de Lily depuis le lit de camp à côté du sien, elle lui avait demandé aujourd'hui quand il rentrerait à la maison, quand elle reverrait maman. Clark avait menti, disant que tout allait bien. Il pensa à l'homme qu'il était 2 semaines plus tôt, celui qui croyait en l'ordre, au système, au respect des règles. Cet homme était mort, tué par la révélation que la personne en qui il avait le plus confiance était capable d'un mal impensable. Ce nouveau Clark, forgé dans la trahison et la fureur, comprenait quelque chose de fondamental. Certaines personnes ne pouvaient pas être réhabilitées, ne pouvaient pas être raisonnées, ne pouvaient qu'être arrêtées, et il allait les arrêter tous. Son téléphone vibra, un message d'un autre numéro inconnu. « Ferme, demain minuit, viens seul avec les originaux de toutes les preuves. » Ou « Le nom de ta fille passe de prospect à victime. » Dernière chance, Clark sourit dans l'obscurité. Ils avaient si mordu à l'hameçon, temps pour l'acte final. Chapitre 7. Le piège se referme. Le détective Chung était catégorique. « Absolument pas. Vous n'allez pas à cette ferme. C'est évidemment un piège. » « Bien sûr que c'est un piège, » acquiesça Clark. Ils étaient dans le sous-sol d'Alvin, entourés de policiers et d'agents du FBI qui s'étaient assemblés pour l'opération. Mais les pièges fonctionnent dans les deux sens. Ils pensent me attirer dans une embuscade. En réalité, ils marchent dans la nôtre. L'agent spécial Justin Carson de la division du FBI de Philadelphie étudiait les cartes tactiques étalées sur la table. Carson avait l'âge de Clark, mince et intense, quelqu'un avec qui Clark avait travaillé pendant ses jours au FBI. Nous pouvons avoir des équipes en position d'ici 22 heures, entourer la propriété, refermer le filet quand il bouge. Ils auront des guetteurs, dit Clark. La propriété est isolée. Approches ouvertes. Si vous arrivez trop visiblement, ils se disperseront. Ou pire, ils ont déjà menacé Lily. S'ils pensent que j'ai amené la police, ils pourraient activer n'importe quel plan de contingence qu'ils ont prévu. Alors, que suggérez-vous ? Demanda Chung. J'y vais comme demandé ? Seul, équipé d'un micro, avec traceur GPS, vos équipes restent en retrait, attendent mon signal. Une fois à l'intérieur et qu'il se révèle, vous intervenez. Inacceptable, dit Carson platement. Vous êtes un civil. Ces gens n'ont rien à perdre. Strong a un passé militaire, Army Ranger. Renvoi déshonorant, Rebecca est désespérée. Mélange de désespoir et d'entraînement est létal. Alors, apprenez-moi à rester en vie pendant les 15 minutes dont j'ai besoin. Clark croisa les yeux de Carson. J'ai passé 5 ans au FBI, Justin. Je connais les risques. Mais je sais aussi qu'ils ne confesseront pas à un micro s'ils suspectent que je travaille avec la police. Ils me tueront et fuiront. C'est la seule façon de les avoir enregistrés admettant tout. La pièce devint silencieuse. Finalement, Alvin parla. Il a raison. Et avant que vous ne le disiez, oui, je vais avec lui. Alvin, non négociable, petit frère, tu as besoin d'un renfort qui ne déclenchera pas leurs alarmes. Je suis un contremaître en construction qui pourrait plausiblement t'aider à porter des preuves. Nous arrivons ensemble. Il pourrait l'accepter. Après 1 heure supplémentaire de dispute, ils élaborèrent un plan. Clark et Alvin conduiraient jusqu'à la ferme dans le camion d'Alvin. Arrivant à minuit comme indiqué, les équipes du FBI se positionneraient à 16 km, prêtes à intervenir sur le mot de code de Clark. Collatéral, ou si ces signes vitaux indiquaient une détresse, les 2 hommes porteraient une armure corporelle dissimulée et de l'équipement d'enregistrement audio-vidéo. Une chose de plus, dit Clark. Je veux que Lauren Bowman et les autres soient arrêtés avant que nous n'y allions. Couper le réseau de soutien de Rebecca, la faire se sentir isolée. Carson hocha la tête. Déjà en cours, nous avons des mandats pour 6 individus connectés à Viridian. Raid simultané à 21 heures. Alors que la réunion se terminait,
Le détective Chung prit Clark à part. « Votre fille est en sécurité ? Inès et 2 officiers sont avec elle dans un lieu non divulgué. Quoi qu'il arrive ce soir, Lily est en sécurité. » « Merci. » Clark sentit un poids se lever légèrement. « J'ai besoin de l'appeler avant de partir. » Lily répondit à la seconde sonnerie. « Papa, mademoiselle Inès m'a laissé veiller tard pour regarder des films. »« C'est génial !» Mapuche, la voix de Clark menaça de se briser. « Écoute, papa doit travailler ce soir, mais demain, je promets, on va faire quelque chose d'amusant. Peut-être ce musée des sciences que tu voulais... Vraiment ? Avec les dinosaures ? Avec tous les dinosaures ?» Clark ferma les yeux. « Lily, je veux que tu saches, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Tu es intelligente, gentille et courageuse. N'oublie jamais ça. Papa, tu es bizarre. » Mais sa voix portait de l'affection. « Tu vas bien ? Je vais parfaitement. Parce que je t'ai... Maintenant, va au lit bientôt. D'accord. Je t'aime. Je t'aime plus. » Après avoir raccroché, Clark trouva Alvin vérifiant l'équipement dans le sous-sol. Son frère leva les yeux, compréhension dans le regard. « Elle ira bien, » dit Alvin. « Nous irons bien. Dans 12 heures, c'est fini. » D'une façon ou d'une autre, acquiesça Clark. À 23h30, ils conduisirent vers le nord en direction de la Pennsylvanie. La nuit était couverte, menaçant de pluie. Le téléphone de Clark vibrait constamment avec des mises à jour de l'opération, 5 arrestations jusqu'à présent. Lauren Bowman attrapait en fuyant son appartement à Atlanta, un dirigeant pharmaceutique trouvé en train de détruire des documents à Denver. La conspiration s'effondrait, mais Rebecca et Randolph restaient libres, cachés à la ferme, planifiant leur coup final. Alors qu'ils approchèrent de la propriété, le pouls de Clark se stabilisa en un rythme calme et froid. La peur avait brûlé, ne laissant que le but. Quoi qu'il arrive ce soir, Rebecca affronterait la justice, soit légalement, soit par la main de Clark. Il avait fait la paix avec les 2 résultats. « Prêt ?» demanda Alvin alors qu'il tournait sur la longue route de terre menant à la ferme. Né prêt, Clark vérifia l'équipement d'enregistrement une dernière fois. Terminons ça ? Chapitre 8. Confession et conséquences. La ferme se dressait sombre contre le ciel nuageux, une seule lumière brûlant à une fenêtre à l'étage. Clark et Alvin se garèrent dans la cour boueuse, laissant le camion tourner. Un petit détail qui pourrait sauver des secondes si une fuite devenait nécessaire. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne l'atteigne. Randolph Strong se tenait dans l'encadrement, silhouetté contre une faible lumière intérieure. Il tenait un pistolet lâchement à son côté. « Monsieur Yu, je vois que vous avez amené un ami. Mon frère, il est juste du muscle. M'aide à porter des choses. » Clark souleva le sac à dos contenant des preuves factices soigneusement préparées, assez proches des réels pour passer une inspection sommaire. Inutiles. Si examiné, j'ai apporté ce que vous avez demandé. Entrez. Lentement, Randolph s'écarta, son arme ne vacillant jamais. L'intérieur de la ferme était spartiate. Meubles minimaux, boîtes empilées contre les murs, l'apparence d'un camp temporaire. Rebecca émergea d'un couloir, armée elle aussi. Elle paraissait à garde, plus âgée, le stress des jours passés gravé sur son visage. « Clark ?» Elle l'étudia avec une évaluation froide. « Tu as l'air bien pour quelqu'un qui vient de détruire sa vie. »« J'ai l'air d'un père protégeant sa fille ?» répondit Clark uniformément. « Ce qui est plus que je ne peux dire pour toi. » Le rire de Rebecca fut amer. « C'est ce que tu te dis ? Que tu es noble ? Tu n'as aucune idée de ce que tu as interrompu ? Viridian allait révolutionner la médecine pédiatrique. Oui, il y avait des risques. Mais les données que nous avons recueillies auraient sauvé des milliers, en torturant des dizaines d'enfants d'abord, coupa Clark, en tuant Marcus Green, en planifiant d'empoisonner Lily, ne l'habille pas d'altruisme. Rebecca, c'était de la cupidité, c'était de la vision, intervint Randolph, quelque chose que les petits esprits ne peuvent pas saisir. Maintenant, les preuves. Tout ce que vous avez volé à la ferme, Clark posa le sac à dos sur une table, c'est tout là, dossier. Ordinateur portable, photos, tout ce que j'ai donné à la police. Vous avez donné des copies à la police ? Corrigea Rebecca, s'approchant. Nous avons besoin des originaux, chaque fichier numérique, chaque document. Seulement alors pourrons-nous négocier. Négocier quoi ? Vous avez déjà menacé de me tuer ? Moi et Lily ? Menacé ? Sourit froidement Randolph. Monsieur Yu, les menaces sont des promesses d'action future. Ce que nous discutons est la réalité présente. Vous avez quelque chose dont nous avons besoin, nous avons un levier, votre vie, votre réputation, votre liberté. Vous avez commis plusieurs crimes en obtenant ces preuves illégalement. Nous sommes prêts à témoigner contre vous.
À vous faire passer pour le méchant? À moins que vous ne coopériez, Clark força son expression à rester neutre, gagnant du temps, les laissant parler. Donc je vous donne les preuves et vous me laissez partir, juste comme ça. Après vérification, dit Rebecca, et après que vous signiez une confession admettant cambriolage, fabrication de preuves, harcèlement, nous l'utiliserons comme assurance. Vous restez silencieux, nous disparaissons, tout le monde passe à autre chose. Et Lily, votre fille. L'expression de Rebecca vacilla, quelque chose presque comme du regret. Elle n'était jamais supposée être plus qu'un plan de secours, je ne voulais pas l'utiliser. Clark, mais les circonstances ont changé. Viridian avait besoin de capital. Randolph et moi avions besoin de sécuriser notre avenir. Vous aviez besoin d'argent du sang? Alvin parla pour la première fois, sa voix un grognement bas. Vous êtes des monstres? Le pistolet de Randolph se leva d'un coup. L'aide devrait se taire. Tout le monde reste calme, dit Clark rapidement. Je veux comprendre. Aidez-moi à comprendre. Rebecca, quand as-tu décidé que Lily était un collatéral acceptable? Quand notre fille est-elle devenue une marchandise? Le masque de Rebecca se fissura légèrement. Tu penses que je voulais ça? J'ai passé des années à construire une vie normale, à jouer l'épouse et la mère dévouée, mais tu n'as jamais été assez de Clark. Tes petites ambitions, ta moralité de classe moyenne, Randolph m'a montré ce que la vie pouvait être. Pouvoir, richesse, liberté, et tout ce que ça t'a coûté, c'est ton âme. Clark s'approcha, prudent, mesuré. Parle-moi des autres. Les enfants avant Lily, est-ce qu'ils te hantaient? Le visage de Marcus Green apparaissait-il dans tes rêves? Marcus était un accident, claqua Rebecca. Lorraine a paniqué, mal calculé le dosage. Ce n'était pas supposé arriver, mais c'est arrivé, et vous l'avez couvert. Utilisez sa mort pour ajuster vos protocoles, améliorer votre poison. C'était de la science. La voix de Rebecca monta. Chaque avancée médicale requiert des sacrifices. Penses-tu que les vaccins ont été développés sans victimes? Les traitements sans échec? C'étaient des volontaires, des adultes qui comprenaient les risques. La voix de Clark descendit à la glace. Vous avez expérimenté sur des enfants sans consentement. Vous les avez rendus malades pour profiter de leur souffrance. Il n'y a pas de défense à ça. Randolph se rapprocha de Rebecca, son pistolet stable sur Clark. Assez de philosophie. L'épreuve. Maintenant, Clark ouvrit la fermeture éclair du sac à dos. C'est protégé par mot de passe. Les fichiers, je veux dire, j'aurais besoin de les déverrouiller. Faites-le. Randolph fit un geste avec le pistolet. Clark sortit l'ordinateur portable, le posa sur la table et l'ouvrit. Ses doigts se déplacèrent sur le clavier, délibérément lent. « Vous savez ce qui est intéressant avec les preuves ?» dit-il sur le ton de la conversation. « Comment elles peuvent être interprétées ? Par exemple, ces dossiers montrent une fraude systématique. Mais ils montrent aussi autre chose. Voulez-vous deviner ?» Rebecca fronça les sourcils. « Quel jeu joues-tu ? Le même que tu m'as enseigné ? Tromperie, diversion. » Clark leva les yeux de l'écran. « Pensiez-vous vraiment que je viendrais ici, seul, non protégé, après que vous ayez menacé ma fille ?» L'expression de Randolph changea. « Il est équipé d'un micro ? Vérifiez-le. » Mais Clark bougeait déjà. Il attrapa l'ordinateur portable et le lança sur Randolph, puis plongea sur le côté alors que le pistolet tirait. Le coup partit sauvage, assourdissant dans l'espace clos. Alvin plaqua Rebecca contre le mur, son arme claquant sur le sol. Collatéral, Clark cria le mot de code. Collatéral, dehors, des moteurs rugirent, des projecteurs s'allumèrent, transformant la cour de ferme en jour, des haut-parleurs tonnèrent. FBI, vous êtes entourés, jetez vos armes et sortez les mains en l'air. Randolph pivota vers la porte, levant son pistolet, mais Clark le heurta par le côté. Ils tombèrent durement, luttant pour l'arme. Randolph était entraîné plus fort, mais Clark luttait avec une fureur désespérée. Le pistolet tira à nouveau, la balle perforant le plafond, puis Clark réussit à frapper le poignet de Randolph contre le sol jusqu'à ce que sa prise se relâche. Alvin avait épinglé Rebecca, ses bras tordus derrière son dos. Elle se tordait et criait « Salaud, tu nous as piégés? Je vous ai donné une chance de confesser. » Clark Haleta, se tenant au-dessus de Randolph avec le pistolet confisqué. « Vous avez choisi ça ?» La porte d'entrée explosa vers l'intérieur. Des agents du FBI affluèrent, équipement tactique, armes dégainées, criant des ordres. En quelques secondes, Rebecca et Randolph étaient menottés, leurs droits lus, leurs protestations noyées par la procédure. Le détective Chung entra en dernier, inspectant la scène. « Tout le monde va bien ? On va bien ?» Clark tendit le pistolet de Randolph, crosse en avant.
Vous avez tout enregistré? Chaque mot, admission de fraude. Conspiration, mort de Marcus Green. Plan pour nuire à votre fille. Chung sourit sombrement. Ils sont finis? Alors que les agents menaient Rebecca vers la porte, elle se tordit pour regarder en arrière vers Clark. Tu ne comprendras jamais ce que tu as détruit? La percée sur laquelle nous étions au bord? Je comprends parfaitement, dit Clark doucement. Vous vous êtes détruit vous-même, au moment où vous avez décidé que les enfants étaient de jetables. Tout le reste n'était que mathématique. Ils la traînèrent dehors, encore en train de protester. Randolph partit silencieusement, vaincu, déjà calculant des stratégies légales qui ne le sauveraient pas. L'agent spécial Carson s'approcha de Clark. Sacré coup, vous les avez fait parler, obtenu les confessions, combiné aux preuves des raids ce soir. Nous avons un dossier en béton contre tous les impliqués. Et les victimes? Les enfants. Déjà en mouvement, nous contactons les familles, offrons counseling et soutien. Le procureur des États-Unis prépare des demandes de restitution contre les actifs de Viridian. Ce n'est pas assez, mais c'est quelque chose. Clark hocha la tête, soudain épuisé. J'ai besoin de voir ma fille. Bien sûr, nous aurons besoin de déclarations formelles, mais ça peut attendre demain. Carson serra l'épaule de Clark. Vous avez fait du bon travail, Monsieur Yu. Vous auriez dû rester au bureau? Non, dit Clark. Je suis exactement où je dois être. Être un père? Chapitre 9. Lumière du matin, 3 mois plus tard, Clark se tenait dans la cuisine d'une nouvelle maison dans une banlieue différente, regardant le lever du soleil peindre le ciel en nuances d'or et de rose. Derrière lui, Lily était assise à la table, dessinant des dinosaures, ses jambes se balançant joyeusement. Le procès avait été rapide. Avec des preuves accablantes, à la fois physiques et testimoniales, Rebecca et Randolph avaient accepté des accords de plaider coupables pour éviter les considérations de peine de mort fédérale pour conspiration de meurtre. Rebecca écopa de 30 ans sans libération conditionnelle. Randolph de 45, Lorraine Bowman et 4 autres professionnels médicaux impliqués dans le schéma reçurent des peines allant de 15 à 25 ans. Les actifs de Viridian Pharmaceuticals furent liquidés. Les fonds distribués aux familles des victimes. Clark avait témoigné devant le Congrès, aidant à rédiger une législation pour renforcer la surveillance des essais pharmaceutiques et protéger les lanceurs d'alerte. Les médias l'avaient appelé un héros, Clark les avait ignorés. « Papa », Lily leva les yeux de son dessin, « est-ce vrai qu'on va au musée des sciences aujourd'hui ?» En effet, Clark se versa du café. « On rencontre oncle Alvin là-bas? Peut-être mademoiselle Inès aussi ?» Lily s'illumina. Inès et Alvin étaient devenus des constantes dans leur vie. Une nouvelle famille forgée de la crise. Clark avait vendu la maison de Maple Ridge, trop de souvenirs. Tous empoisonnés et acheté cet endroit plus petit, plus près d'Alvin. Un nouveau départ. Puis-je te demander quelque chose? La voix de Lily devint calme, incertaine. Clark s'assit à côté d'elle. Toujours? Maman te manque-t-elle? C'était la première fois qu'elle demandait directement. Clark considéra mentir, adoucir, mais Lily méritait la vérité. Elle me manque pour qui je pensais qu'elle était, dit-il avec soin. Elle me manque pour la personne que je croyais avoir épousée. Mais cette personne n'était pas réelle. Ma chérie, ta maman a fait des choix qui ont blessé beaucoup de gens, y compris nous, parce qu'elle était méchante, parce qu'elle a oublié ce qui est important, la famille, l'amour, protéger les gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Clark prit la main de Lily. Tu sais ce que j'ai appris de tout ça? Quoi? Que être fort ne signifie pas ne jamais avoir peur, ça signifie faire la bonne chose même quand c'est dur, même quand ça te coûte quelque chose. Lily réfléchit à ça, puis hocha sérieusement la tête. Comme comment tu as arrêté maman de blesser ses enfants? Exactement comme ça? C'était dur, la chose la plus dure que j'ai jamais faite, mais aussi la plus importante. Clark attira Lily dans une étreinte. Et tu sais ce qui l'a rendu possible? Toi, savoir que je devais te protéger, ça m'a donné de la force. Lily le serra fort en retour. « Je suis contente que tu sois mon papa. Je suis content que tu sois ma fille. » La voix de Clark était épaisse d'émotion. « Allez, préparons-nous. Ces dinosaures n'attendront pas éternellement. » Alors que Lily courait à l'étage pour s'habiller, le téléphone de Clark vibra. Détective Chung. « Bonjour, Monsieur Yu. Je pensais que vous voudriez savoir. L'appel de Rebecca a été rejeté. Elle est transférée à l'établissement permanent aujourd'hui. Bien. » Clark ne ressentit aucune satisfaction, seulement de la clôture. Il y a autre chose? Elle a demandé à voir Lily, veut lui écrire des lettres? Absolument pas. La voix de Clark durcit. Elle a renoncé à ce droit quand elle a planifié d'empoisonner sa propre fille. C'est ce que j'ai dit à la liaison de la prison.
Je voulais juste confirmer avec vous. Chung marqua une pause. Comment allez-vous? Vraiment, Clark regarda autour de la cuisine. Nouvelle maison, nouvelle vie, cicatrice cachée, mais guérissant. Je m'en sors, certains jours sont plus durs que d'autres. Mais Lily est heureuse, et c'est ce qui compte. Vous êtes un bon père? Clark. N'oubliez pas ça. Après avoir raccroché, Clark resta seul dans la cuisine un moment, se permettant de sentir le poids de tout ce qui s'était passé, la trahison, la peur, la rage, la justice. Il avait été tenté, plus d'une fois, d'aller plus loin que ce que la loi permettait, de faire souffrir Rebecca et les autres comme leurs victimes avaient souffert. Mais à la fin, il avait choisi un chemin différent, pas de la faiblesse, mais de la force, pas de la vengeance, mais de la justice, parce que c'est ce qui le séparait d'eux. Il n'avait jamais perdu de vue ce qui comptait. « Papa, je suis prête. » Lily descendit les escaliers en bondissant dans son t-shirt dinosaure préféré. Clark sourit. « Vraiment? Alors allons explorer. » Ils conduisirent jusqu'au musée des sciences, à travers des rues, se réchauffant au soleil printanier. Alvin et Inès les rencontrèrent à l'entrée, les bras pleins de snacks et d'enthousiasme. Lily courut devant, impatiente de voir le squelette de T-Rex dont elle parlait depuis des semaines, alors que Clark suivait sa fille à travers des halls d'os anciens et de merveilles géologiques. Regardant son visage s'illuminer à chaque découverte, il comprit quelque chose de fondamental. C'était la victoire, pas le procès, pas les condamnations, pas la justice servie. Ce moment, sa fille en sécurité, heureuse, libre d'être une enfant sans peur. C'était gagné. Rebecca avait essayé de lui enlever ça, de transformer Lily en marchandise, en outil, en victime. Elle avait échoué et maintenant elle passerait des décennies en cage, tandis que Lily grandirait forte, aimée et entière. « Papa, regarde !» Lily pointa un affichage. Ça dit que certains dinosaures protégeaient vraiment bien leur bébé. « Comme tu m'as protégé !» Clark s'agenouilla à côté d'elle. « Tu sais ce qui est le mieux ? » ?»« Quoi ? Ils ont survécu ? » ?»« Et nous aussi. » Lily le serra, spontané et serré. Autour d'eux, le musée bourdonnait de familles, de vie continuant, de preuves que l'obscurité ne gagnait pas. Clark ferma les yeux et serra sa fille, sentant le poids des mois passés enfin se lever. Il avait traversé le feu, affronté son pire cauchemar, et en était sorti encore debout, encore combattant, encore victorieux. La poche qui avait contenu du poison avait au lieu révélé la vérité. Et la vérité, à la fin, les avait libérés. Le détective Carrie Chung était assis dans son bureau 6 mois après le procès, examinant une lettre arrivée ce matin-là. Elle était de Clark Hugh, écrite au nom des familles des victimes de Viridian. Ils établissaient une fondation, le fonds commémoratif Marcus Green, pour soutenir les enfants affectés par la fraude médicale et plaider pour des protections plus fortes. Chung sourit. Certaines personnes se brisaient sous la tragédie, d'autres, comme Clark Hugh, la transformaient en but. Son téléphone sonna. Une autre affaire, une autre victime ayant besoin d'aide. Chung répondit, prêt à travailler, parce que c'est ce que font les héros. Ils continuent à se battre, à protéger, à chercher la vérité dans un monde qui essaie souvent de l'enterrer. Et parfois, ils trouvent des hommes comme Clark Hugh, qui refusent de laisser l'obscurité gagner. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous y verrai. Down my throat, and it hurts. Maybe I just need to eat pumpkin pie. Guys, I walked my butt to the store. I got iced tea, but I also got pumpkin pie. I bring the pie home. I take off the lid. And I cut into it. And I hear as it goes down, like crystals or like glass breaking. It wasn't glass, it was frozen. There were little shards of frozen pumpkin pie just like throughout the entire thing. It's like, have you ever frozen milk before? Have you ever had frozen milk? It's not fun, but have you ever had it? It was like that. Like, it was pumpkin pie, but in shard form. Like, it was genuinely thin, splinter-sized shards of ice pie. And it tastes so buns. But I ate it anyway because it's pumpkin pie.
And I had like half of it because it's pumpkin pie. And I don't know what to do if there's a pumpkin pie in front of me. Like, it is pumpkin pie, and that means it's in my stomach. Microwaving it? No. I let it defrost a little bit after the first slice. Yeah. Have I had any actual dinner? It's 6 o'clock. Yeah, it's dinner time, huh? I have not. I want to. Jesus Christ. It, like, genuinely feels like... Okay. I have fake cigarettes that I used for a photo shoot a couple times. And it genuinely feels like I just smoked an entire pack of them. Like, I wish I was kidding. Like, that weird herbal taste in my throat. And the pain. And the coughing. Because those things are gross. I chugged water. I don't know. Try salt water. Salt water is good, but it feels like a very different pain. I don't know. Maybe I do need to just get tea. Or eat something and, like, it'll smooth it out. I don't know. Guys, I don't know. A shelf tour. What's my mom's mood/dinner plan? She's not happy at me because I didn't take out the dog because I said I'd get sunburn. And so she was, like, mad at me. Anyways, here's my Arcane shelf. Here's my Last of Us shelf. Here's my Kaylin shelf, but it's down here. It's not in order. This is my miscellaneous shelf. But it's not in order of, like, how much I love these things. It's just these things are really tall and they needed more room. And this shelf is also bigger than this shelf. So it needed more room. At least I think it's bigger. I think I just traded these two. Because this one did not have room. I don't know. No, well, I'll go talk to her right now. I'll be right back. Entertain them, please. What?